Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux. Je remercie vivement C. Bachir Njoum pour cette introduction. Je reste quand même un chercheur débutant, finalement. Et je voudrais aussi remercier Dr Adil Ibrahimi, Dr Sisqili, sur le doyen, mes amis, chercheurs, je suis très honoré donc, de présenter cette modeste contribution devant des personnes comme vous, hein, des savants en gastroentérologie. Et ma contribution serait la présente. Les plantes médicinales en gastroentérologie entre le patrimoine médical arabe et la phytothérapie moderne. Pourquoi entre le patrimoine médical arabe et la phytothérapie moderne? Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la pharmacopée traditionnelle. Il y a la médecine locale, hein, traditionnelle, sur laquelle il y a beaucoup de travaux. Hein. Je cite les travaux, par exemple, de Jamal Belkhdar, le grand Jamal Belkhdar, la pharmacopée marocaine traditionnelle. Je cite encore, comme l'a suggéré le professeur Sharqawi, les travaux du docteur Ahmis, qui est aussi s'est intéressé, qui est un médecin militaire, qui a beaucoup travaillé sur les plantes médicinales, et d'autres chercheurs, le feu Saab Belabid Abdelmelk, qui a accompagné Dr Belkhdar pour le côté botanique, hein, il l'a épaulé hein, pour faire un travail colossal en matière de systématique botanique. C'est un peu ça. En 2008, j'ai publié un article à Horizon Maghrébin à Toulouse. C'était en 2008 sur les épices et aromates dans l'art culinaire marocain, les supposées vertus thérapeutiques des épices. J'ai essayé de comparer les recettes traditionnelles en art culinaire avec la médecine savante, la médecine arabe savante. C'est ça mon approche majeure finalement, c'est ça, cette comparaison entre le synchronique et le diachronique, l'approche synchronique, l'actuelle, et le diachronique, c'est-à-dire donc là, le passé. J'ai remarqué quoi? J'ai remarqué qu'il y a une certaine continuité entre ce patrimoine et le patrimoine arabe. Je vous donne 3 exemples simples. Ce qu'on appelle les correctifs. Les correctifs en art culinaire marocain, c'est très intéressant. Quand on dit par exemple la bessara avec du cumin. C'est banal, mais c'est un vrai correctif. C'est un vrai correctif contre les ballonnements, contre les flatulences. Quand on ajoute l'huile d'olive, c'est dans la même logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un correctif. Finalement, le savoir traditionnel, il a un ancrage dans le discours savant. Quand on dit harira hamda, c'est pas parce qu'il est fait à base de tomates, non. Parce qu'il faut impérativement ajouter le jus de citron avant de la consommer. Parce que le jus de citron, ça neutralise aussi l'effet flatulence éventuellement causé par les féculents. Quand on ajoute l'origan au concombre, khiyar bzatar, c'est dans la même, hein, donc les mêmes ordres d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de correctif, c'est une notion savante qui se trouve dans une pratique traditionnelle. Ça, c'est une grande leçon en anthropologie. En 2012, j'ai publié un livre en arabe intitulé دراسة في كتابي عمدة الطبيب لأبي الخير الإشبيلي وحديقة الأزهار للوزير الغساني. الإشبيلي 12e siècle, l'époque almohade. Le Ghassani 16e siècle, l'époque saadienne. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Plus de 50% des espèces végétales utilisées comme médicinales se trouvent actuellement dans la pharmacopée marocaine traditionnelle. Les mêmes espèces qui persistent. Donc d'abord l'ancrage, mais aussi une idée, scientifiquement parlant, sur l'efficacité. Parce qu'on ne change pas quelque chose qui marche. Hein, le fenouil, c'est contre les flatulences. Depuis le Ghassani, on utilise actuellement le fenouil contre les flatulences. Donc cette persistance dans le temps, il a aussi un grand sens. En 2020, finalement, j'ai publié un article dans une revue grecque, Archive of Hellenic Medicine,
cette fois-ci sur les maladies urinaires, the treatment of urinary diseases in Moroccan traditional pharmacopoeia, elements of ethnology and historical epistemology. J'ai prouvé la même chose, que même dans les maladies urinaires, il y a une grande continuité entre le savoir actuel et la médecine arabo-islamique savante. Ça, du point de vue historique. J'ai aussi essayé de consulter des recettes du 19e siècle, des recettes françaises. J'ai fait la comparaison entre quelques recettes magistrales, comme le vinaigre antiseptique, ou le vinaigre de Bully, c'est des vinaigres antiseptiques utilisés en France pendant le 19e siècle, 90% de similitude avec les recettes arabo-islamiques. C'est logique, parce que c'est une continuité. Et finalement, on ne change pas quelque chose qui marche, qui est efficace. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le domaine de la phytothérapie moderne, il y a 3 familles botaniques qui sont très intéressantes. Il y a la famille des ombellifères. La fameuse famille des ombellifères, c'est la famille des fenouils, l'anis vert, le carvi, l'aneth, les graines de carotte, les graines de khilla. Le khilla en arabe, c'est le shnikha. C'est une famille botanique très célèbre, utilisée dans la pharmacopée, utilisée aussi dans l'art culinaire marocain. Et c'est une famille dotée d'un pouvoir thérapeutique incontestable. La deuxième famille, c'est la famille des labiers. C'est la famille de la menthe poivrée, de la sauge, du romarin, de l'origan, du thym. Vous voyez, il faut aussi dire qu'il y a une relation étroite entre l'appartenance botanique et la composition chimique. Donc, appartenance botanique, composition chimique, principe actif, effet thérapeutique. Donc, il y a une relation étroite qu'on pourrait comprendre et cerner. La troisième famille, c'est aussi une famille célèbre, c'est la famille des composés, avec la camomille, le souci des jardins, jmra, avec le fameux estragon, avec le chardon-marie, hein, vous connaissez tous les maladies du foie, et l'absinthe par exemple. Donc c'est des plantes appartenant à différentes familles, et chaque famille en quelque sorte a certaines spécificités thérapeutiques dans le domaine de la gastro-entérologie. En passant au principe actif, c'est ça un peu le tournant majeur dans la phytothérapie. C'est le passage de la plante en tant que plante utilisée dans l'histoire comme tisane, comme extrait, comme huile essentielle, comme essence, mais sans connaître les principes actifs responsables du mode d'action des espèces végétales. Actuellement, on a des principes actifs qui sont connus avec un tropisme aussi bien étudié. Toutes ces molécules que vous voyez sont des molécules majeures dans la phytothérapie de la gastro-entérologie. Quelques exemples. À gauche, c'est la formule chimique du fonchon. Le fonchon, c'est le principe actif majeur de l'huile essentielle des fenouils. La carbone et le limonène, au milieu, c'est des principes actifs de l'huile essentielle du carvi, karouia. À droite, c'est la formule chimique de l'aldéhyde cuminique. L'aldéhyde cuminique, c'est l'aldéhyde du cumin. Puis le linalol, c'est le fameux alcool monoterpénique qu'on trouve dans la lavande, dans le basilic aussi, dans le titri et d'autres huiles essentielles. À droite, une molécule très intéressante, l'anétol, c'est un éther, il appartient à la famille chimique des éthers. On le trouve dans l'anis, mais aussi dans la badiane. La badiane, l'anis étoilé, badiana, abdarija. À droite, c'est l'estragol, c'est le principe actif de l'estragon. C'est une molécule antispasmodique majeure, actuellement très connue dans le domaine de la thérapeutique. Un cas particulier, c'est la miviznaga. La miviznaga, le khilla, le pshnikha, le cure-dent, le fameux cure-dent.
c'est une panacée en gastro-entérologie. La chyline et la visnadine et la visnagine, c'est la composante fixe de la graine, mais l'huile essentielle de l'amivisnaga, c'est surtout des esters. Vous voyez, il y a le linalol à 35,5%. Le linalol, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antimicrobien, mais les esters, quand on voit des esters dans des huiles essentielles, ça renvoie directement à un effet antispasmodique. Les esters, c'est des produits antispasmodiques, mais aussi des calmants, parce que c'est des produits aussi neurotropes. Et vous, gastro-entérologue, cher professeur, vous savez que la composante nerveuse, elle est fondamentale dans des maladies digestives, comme par exemple la colopathie fonctionnelle et autres. Donc, quand une molécule est à la fois antispasmodique et neurotrope et calmante, ça tombe bien, c'est une synergie. Et ce qui est génial, c'est que dans une même espèce, on trouve une myriade de composés chimiques, une synergie inhérente à une même huile, ce qui facilite la tâche et ce qui nous donne des recettes simples mais efficaces. On peut utiliser 2 espèces, 3, pour avoir un effet thérapeutique majeur sans avoir recours à 50 espèces comme c'était le cas dans les anciennes recettes magistrales. Cette amivisnaga, c'est la molécule la plus importante dans le monde végétal comme antispasmodique de la musculature lisse. Elle est actuellement utilisée en pommade contre les coliques hépatiques et contre les spasmes digestifs et contre tout ce qui est troubles fonctionnels en général. Les troubles organiques, c'est autre chose. Mais surtout les troubles fonctionnels, ça donne des résultats spectaculaires. Une autre espèce intéressante, c'est la cardamome. Cardamome, le hil. Vous voyez, le hil, c'est une espèce qu'on utilise couramment dans le café. C'est une espèce antispasmodique, mais aussi, vous savez que le hil, ça neutralise la caféine. C'est un peu le but majeur de l'utilisation traditionnelle. Quand on ajoute les hil, donc on absorbe une grande quantité de caféine. Ça, c'est l'utilisation traditionnelle. Mais après, on a découvert qu'il contient un composé extraordinaire qui est l'acétate de terpinyle, 30 à 45%. Cet acétate de terpinyle, c'est un antispasmodique majeur. Par définition, pour nous, les phytothérapeutes, quand on trouve des esters, on est content parce qu'on est avec une molécule antispasmodique, sans aucun effet secondaire connu. Et même les esters sont les molécules les plus clémentes, les plus inoffensives, même par rapport pour les enfants et pour la gériatrie aussi. Donc on l'utilise sans problème, si j'ose dire. Vous voyez par exemple la cardamome, c'est un antiacide majeur. Il permet de calmer les remontées acides d'estomac. Il aussi, c'est un antioxydant majeur. Il augmente les niveaux de glutathion. Et aussi, c'est un anti-inflammatoire. Je ne voudrais pas entrer dans les détails et dans les références. Ça, c'est une contribution modeste qui donne un peu une vision globale. Ce n'est pas le but d'entrer dans les détails. Voilà, c'est un tableau récapitulatif qui montre un peu des espèces que je viens de citer, avec les principes actifs et les vertus thérapeutiques connues, et donc étudiées actuellement, même du point de vue clinique parfois. Il y a même des essais cliniques qui ont donné des résultats très intéressants. On est allé même jusqu'à prouver une relation entre l'effet, le mode d'action des espèces végétales et le tropisme. Vous voyez, par exemple, il y a des espèces qui sont parasympatholytiques, d'autres qui sont parasympathomimitiques, d'autres qui sont sympatholytiques, comme par exemple les plantes calmantes, comme l'aubépine, comme par exemple les citrus, tout ce qui est agrumes, comme par exemple la fameuse milice, ce qu'on appelle au Maroc les plantes calmantes, l'ouisa, l'habaqtranj, merdedouche, tout ça, c'est des plantes parasympatho-mimitiques ou sympatholytiques qui sont actuellement utilisées avec succès dans les problèmes fonctionnels digestifs, mais aussi dans les problèmes liés aux dépressions, aux anxiétés, aux problèmes d'insomnie. C'est ça un peu l'importance des plantes médicinales, c'est
cette faculté de pouvoir agir sur différents problèmes en même temps. Ça, on ne le trouve pas en général chez les médicaments, dans les médicaments chimiques, bien entendu avec aussi les effets secondaires que vous connaissez. Pour les problèmes diarrhée, par exemple constipation, il y a des panacées. Je vais vous montrer ici par exemple les feuilles de noyer, Gigloringia, le gargar, les myrtilles, les feuilles de frisier et les feuilles de ronces, le liq. Ça, c'est les 4 plantes majeures contre les diarrhées non infectieuses. Quand on parle de diarrhée non infectieuse, on vise bien entendu les tanins. Quand on parle de diarrhée infectieuse, on passe à autre chose, on passe aux plantes médicinales, anti-infectieuses, antimicrobiennes, comme l'origan, comme le thym, comme la cannelle, qui contiennent des phénols, des monoterpénols, des cétones, qui sont des molécules anti-infectieuses majeures. Actuellement, je parle seulement de la diarrhée non infectieuse, c'est les panacées, qui donnent des résultats spectaculaires, surtout ces baies de myrtille. Et les baies de myrtille, c'est à la fois des tanins antidiarrhéiques, mais en même temps, un grand anti-inflammatoire, parce que ça contient des anthocyanes, des polyphénols majeurs, qui apportent aussi une tâche antioxydante. Pour la constipation, donc on distingue en phytothérapie 2 sortes de constipation. La constipation chronique et la constipation aiguë. La faute commise par la population, quand quelqu'un a une constipation chronique, on lui donne du séné. Ça, c'est dangereux, parce que le séné, ce n'est pas du mucilage. Le séné, c'est des glucosides intraquinoniques qui sont très durs. Donc, il ne faut jamais dépasser une cure d'1 semaine ou 10 jours pour le séné. En cas de constipation aiguë. Quand on a une constipation chronique, on passe à autre chose. On passe au mucilage. Donc, le mucilage, on peut les utiliser pendant longtemps sans aucun effet secondaire. Et je vous donne l'exemple que vous connaissez tous, le lin par exemple, tout ce qui est fruits secs, etc. Mais je vous cite un exemple très intéressant, c'est celui du psyllium. Le psyllium, on appelle en arabe bazar qatona en arabe, c'est une espèce végétale en vogue. Pourquoi? Parce que c'est une espèce très riche en mucilage, il est utilisé contre les constipations chroniques, mais aussi très très importante pour tout ce qui est côlon irritable, parce que c'est une richesse en fibres solubles, et les fibres solubles sont plus clémentes par rapport aux fibres non solubles que sont la cellulose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois on va comprendre un peu la plante, sa systématique, ses principes actifs, il devient facile de passer à l'approche thérapeutique d'une façon rigoureuse, d'une façon scientifique, d'une façon sans danger pour la population, sans danger pour la santé publique. Pour le mode d'action, je résume un peu le mode d'action. Vous voyez, il y a les propriétés appétantes, eupeptiques. Il y a aussi le côté amertume. Pourquoi le côté amertume? Il est important parce que toute substance amère, c'est une substance apéritive, par définition en phytothérapie. Mais aussi l'amertume, ça joue aussi un rôle dans les problèmes inflammatoires, comme par exemple la gastrite ou pour les ulcères gastro-duodénales. Cette amertume, on peut même la calculer pour les espèces végétales en la comparant avec un indice connu qui est l'indice de chlorhydrate de quinine qu'on connaît. Donc l'indice d'amertume, en comparant les espèces avec cet indice connu, on a une idée sur les espèces importantes, comme plantes amères, inoffensives, bien entendu non toxiques. On ne peut pas utiliser l'absinthe pendant longtemps, parce que finalement ça contient une certaine toxicité. Mais on peut utiliser l'angélique sans problème, on peut utiliser la petite centaurée, on peut utiliser le fenouil sans problème, parce qu'il n'y a pas cet effet de plateau, l'effet toxicité qu'on trouve dans les huiles essentielles en général et dans des plantes toxiques qui sont connues. Il y a aussi la stimulation de la motilité gastrique et l'activité antispasmodique. On est arrivé à comprendre qu'il y a une activation du système nerveux parasympathique par quelques espèces végétales, surtout les plantes amères, qui favorisent un peu la motilité digestive. Donc les sécrétions, il y a même des études cliniques sur l'aura, sur les chats, etc., qui ont donné des résultats fort intéressants dans ce sens.
Il y a les propriétés antiseptiques. Là, je voudrais quand même faire une mise au point. Par définition, la majorité des plantes aromatiques marocaines sont dotées d'un pouvoir antimicrobien. Sauf il y a quand même des degrés. Hein. Si on parle d'origan, par exemple, c'est un antiseptique majeur, incontestable. Parce que c'est une mine chargée de carvacrol. Le carvacrol, c'est un phénol extrêmement actif sur les bactéries. Et des bactéries gram négatifs et des bactéries gram positifs, même les virus, même les champignons. Ça, vous le connaissez tous. L'origan, il y a des milliers de publications sur Origanum compactum, qui est une espèce ibéro-marocaine. Se trouve seulement au Maroc et en Espagne, dotée d'un pouvoir antimicrobien majeur. Il y a aussi d'autres espèces qui sont intéressantes, comme la cannelle, par exemple, comme les girofles. Ça, c'est des majeurs antimicrobiens. Il y a d'autres espèces, comme par exemple la sauge, comme la marjolaine, d'autres qui sont dotées d'un pouvoir microbien, mais inférieur par rapport au mode. Pourquoi on utilise ces huiles essentielles? C'est pour les diarrhées infectieuses, d'abord, mais aussi pour la microbiote. Il y a une chose très intéressante à dire. Ils sont facultatifs, les huiles essentielles. Tantawi al-Iraqi, il a même prouvé par des études scientifiques que l'huile essentielle d'origan attaque les pathogènes et épargne les probiotiques, la bonne flore. Ça a déjà été publié. C'est facile à comprendre quand on lit l'article, c'est facile, parce que tout est dû à l'effet des molécules majeures de l'huile essentielle d'origan sur la membrane cellulaire. Parce que la membrane cellulaire des bactéries pathogènes, elle est différente de la membrane cellulaire des bactéries non pathogènes. Et l'huile essentielle d'origan attaque la membrane des pathogènes et épargne les membranes des non pathogènes. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on n'a pas peur, en quelque sorte, de cette destruction qui est généralement causée par les antibiotiques qu'on utilise, bien entendu, à raison, pour des maladies infectieuses, mais pensez aussi aux huiles essentielles, à des synergies. C'est une voie scientifique que je vois très très intéressante. Les propriétés carminatives, ça c'est très connu. Je vous cite 5 carminatifs majeurs. L'origan, le fenouil, l'anis vert, le carvi, l'aneth et la coriandre. Ça c'est les 5 carminatifs majeurs. Quand on mélange les 5 en poudre, on les prend une demi-heure, donc 45 minutes après le repas, c'est un carminatif majeur. Ça, c'est utilisé depuis la médecine arabe. Et actuellement, on prépare des préparations à base de 5 plantes contre les ballonnements, les aérophagies, les météorismes, tout ce que vous voulez concernant l'expulsion des gaz des intestins ou de l'estomac ou autres. Pour le reflux gastro-œsophagien, je passe vite pour clore. Pour le gastro-œsophagien, on a une recette type que j'ai préparée moi-même à base de fenouil, camomille, calendula, romarin, cardamome. Ça, c'est la première tisane. Accompagnée d'une autre tisane spasmolytique à base des plantes de la famille des Apiacées, fenouil, carvi, anis, cumin, coriandre, aneth. Et bien entendu, toutes ces espèces, les premières espèces que j'ai citées, cardamome, calendula, ont des vertus prokinétiques. Prokinétiques, bien entendu, et antiacides, comme j'ai parlé de la cardamome, c'est une plante antiacide très très intéressante. Pour la gastrite et l'ulcère gastrique, il y a aussi une approche, je passe directement à donner quelques exemples de recettes qui ont donné des résultats intéressants en phytothérapie. Pour la gastrite chronique, pour la gastrite aiguë, par exemple, on utilise la camomille, le saucis, le fenouil grec, la réglisse, citronnelle, romarin et marube. Marube, c'est une plante banale qui pousse dans les décombres. On appelle blarabia mriout. Mrioua. C'est une espèce extraordinaire. C'est un anti-inflammatoire cicatrisant très intéressant. Pour la gastrite chronique, on utilise une infusion de thym, l'ortie, l'estragon, la chicorée sauvage et les graines de lin. Pour la stratégie anti-ulcère, d'abord, il faut des plantes amères. Deuxièmement, des plantes anti-inflammatoires. Troisièmement, et c'est ça le point crucial, c'est qu'il faut éradiquer le HP, l'Helicobacter pylori. Comment éradiquer l'HP?
c'est par des huiles essentielles, bien entendu. Toutes ces espèces que j'ai citées là sont des espèces dotées d'un pouvoir anti-Helicobacter pylori. Gingembre, origan, girofle, cannelle, citronnelle, lavande. C'est les 6 espèces de végétales qui donnent un effet excellent sur l'Helicobacter pylori. Les publications ne manquent pas. Il y a des dizaines de publications. Je vous montre une publication. Je vous montre une publication publiée dans le New England Journal of Medicine. هذه في 1998, publiée par une équipe anglaise sur la gomme mastic. Vous connaissez tous la gomme mastic. Nuska al-Hurra. Nuska al-Hurra, actuellement, il est connu comme anti-Helicobacter pylori efficace, très efficace. Même il est dans des préparations magistrales actuellement. Quand on utilise la gomme mastic avec des huiles essentielles diluées dans une huile végétale, les résultats sont spectaculaires. Ça, je vous présente des résultats scientifiques. C'est des résultats scientifiques. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas praticien, je suis phytothérapeute. Je travaille surtout en amont. En amont, je travaille sur les plantes, sur la phytochimie, je publie, je préconise, je collabore, mais je vous présente des choses qui sont très fondées. Il est broyé en des préparations magistrales avec du miel, on rajoute des huiles essentielles et des préparations donnent des résultats spectaculaires. Après 1 mois, 2 mois de traitement, il y a des résultats qui sont... Je pourrais, Inch'Allah, une autre fois vous présenter quelques cas cliniques qui montrent un peu l'efficacité de plusieurs espèces végétales dans le domaine de la gastro-entérologie. Donc, je finirai par la colopathie fonctionnelle et dire aussi quelques mots sur la colopathie fonctionnelle. La stratégie, c'est quoi? D'abord, une décoction. Vous savez, l'orge, cher en décoction, ça soulage beaucoup les problèmes de colopathie fonctionnelle. Les fibres d'orge en quelque sorte ne sont pas offensifs contre la muqueuse intestinale, et surtout aussi le gingembre. Le gingembre, c'est très intéressant pour la colopathie fonctionnelle. Bien entendu, quand on a la constipation, on ajoute le psyllium parce que c'est l'espèce la plus adéquate et la plus favorable à la colopathie fonctionnelle. Des plantes antiseptiques aussi pour maintenir la flore normale, et des plantes antispasmodiques, et finalement des plantes agissant sur le terrain. Ça veut dire des plantes contre la nervosité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les plantes végétales, ou bien les espèces végétales, en général, le tropisme il est large. On trouve à la fois l'effet antispasmodique, l'effet nerveux, etc. Donc ça facilite la tâche du point de vue préparation magistrale. Ce n'est pas compliqué comme préparation et les effets thérapeutiques sont là. Vous voyez à droite, ORAC. ORAC, c'est un indice anglo-saxon qui évalue le pouvoir antioxydant des espèces végétales. Quand on a un ORAC élevé, ça veut dire que l'effet antioxydant, il est important, il est majeur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai travaillé sur cet indice en l'appliquant sur des recettes de la médecine arabe ancienne. Les anciens ne connaissaient pas l'indice ORAC, on n'avait aucune idée, même sur les principes actifs. Ils connaissaient les plantes, la nature, l'expérience, les livres. C'était l'Everest, c'était un peu, quotidien. En comparant les recettes de la médecine arabe, en appliquant cet indice ORAC, on se rend compte que plusieurs espèces utilisées comme correctifs, comme anti-inflammatoires, elles ont un pouvoir antioxydant élevé. C'est un peu c'est une recherche qui est venue après, non pas pour donner, si vous voulez, une légitimité à la médecine arabe, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a là des pistes de recherche très intéressantes. Ça, c'est un exemple des valeurs ORAC de quelques espèces végétales que vous connaissez tous. Vous voyez un peu, par exemple, le goji, le fameux goji. C'est le fruit rouge chinois qui ressemble au raisin sec. C'est une espèce actuellement très utilisée comme antioxydant. Vous voyez un peu l'indice ORAC 3290. Les raisins secs, 10 450.
voyez un peu le basilic séché, 61 063 l'indice ORAC. Hein? Curcuma en poudre, 127 068. Ça, c'est l'école anglo-saxonne qui travaille sur l'indice ORAC par rapport aux plantes médicinales. Bref, pour conclure. Donc, cette modeste contribution a essayé de montrer en quelque sorte l'importance des plantes médicinales dans le domaine de la gastro-entérologie. Pour finir, je dirais un seul mot sur les maladies hépatobiliaires. Vous voyez, ça, c'est les panacées des maladies hépatobiliaires, l'artichaut, le romarin, le curcuma, le chardonnay, le scoline en grébia, gernina, la fameuse gernina. Tout ce qui est composé, tout ce qui est racine composée, c'est des plantes très... Micro, pardon, désolé. Et aussi le dysmodium. Le dysmodium, c'est l'espèce actuellement utilisée par les gens qui font de la chimiothérapie. Donc, avant les séances de chimiothérapie, ils prennent la dysmodium procumbens pour protéger le foie contre les effets de la chimie. C'est très décommenté actuellement, comme plante médicinale très connue. Et un dernier mot sur... Voilà, c'est les principes actifs des espèces végétales que je viens de citer, qui montrent un peu le tropisme dans le domaine de les maladies hépatiques. Voilà, donc, des huiles essentielles. Je ne peux pas quand même passer sans dire un mot sur ces huiles essentielles majeures pour les problèmes hépatiques. Je cite d'abord le laidan de Groenland. Ça, c'est une piste extrêmement intéressante pour les hépatites. Il y a même des recherches, je vais vous montrer une seule étude, voilà, elle a été publiée en 2005, sur l'hépatite C. 68% des malades dans l'essai clinique qui ont eu une dose d'un traitement conventionnel plus l'huile essentielle de laidan de Groenland, donc le résultat était spectaculaire. 2 cas d'hépatite B pour cette espèce végétale qui est le laidan de Groenland, en synergie avec l'huile essentielle de carotte et l'huile essentielle de romarin verbenol et l'huile essentielle de ravensara. Retenez les 4 noms. Laidan de Groenland, Ravensara aromatica, Docus carota, l'huile essentielle de carotte, et finalement l'huile essentielle de romarin verbenol. C'est une variété de romarin qui est là, le romarin. Ces 4 huiles essentielles, je crois qu'ils ont un grand avenir dans le domaine des maladies hépatiques, surtout les problèmes viraux. Vous savez tous, les molécules antivirales, c'est toujours un problème scientifique majeur de par le monde. Avoir recours à des huiles essentielles, à pouvoir antiviral connu, expérimenté, même dans des études cliniques, je crois que c'est une piste importante à suivre. Conclusion. Pour conclure, donc la médecine naturelle est une médecine fondée scientifiquement. L'approche holistique en médecine est une voie bénéfique pour la santé publique et pour l'humanité. La complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine naturelle comme projet sanitaire d'avenir. Enfin, l'ouverture de la médecine sur le savoir local en matière de médication traditionnelle pour mieux cerner les problématiques sanitaires dans leur contexte socioculturel. Je vous remercie pour l'attention.